merci à toutes et à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses, donc c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, on est au complet, parfait. Je suis Fabienne Brocaret, je suis journaliste, je suis la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Donc c'est un plaisir d'être là pour moi aujourd'hui parce que dans mon quotidien, on parle beaucoup d'expérience collaborateur et il y a plein de choses qui font écho, je pense, entre ce qui se passe en ce moment dans les entreprises et la vie des campus aujourd'hui. Donc on est réunis aujourd'hui chez Herman Miller, donc merci beaucoup pour l'accueil de la soirée, pour cette table ronde dédiée à l'expérience au cœur des campus vers une approche user-centrique des lieux d'apprentissage. Donc, je vais démarrer par vous présenter les différents intervenants. Ils et elles sont un peu nombreuses, mais vous inquiétez pas, tout le monde a eu les consignes que les échanges seront courts et dynamiques, donc tout va bien se passer pendant 1 heure. Alors, je vais commencer par ordre, on va faire par ordre de proximité pour que ce soit le plus facile. Bonjour Camille, Joy. Enchantée, bienvenue. Vous êtes du coup responsable, directeur adjoint dans le groupe IGS. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Je vais vous demander à chacun pour vous présenter. Donc oui, bonjour, moi je suis directeur d'activité adjoint sur le CFA-IGS. Donc, en quelques mots, le CFA-IGS, c'est un centre de formation pour l'apprentissage. On fait partie du groupe IGS, un regroupement d'écoles qui fait également partie du groupe HEC. J'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Plus en détail. Nils Tatem, bonjour, fondateur de Speak and Act. Alors pour présenter très sommairement, de manière assez élaborée j'espère, Speak and Act, c'est la première plateforme de marque employeur et marque école. C'est-à-dire que chaque année, en fait, et là ça fonctionne, chaque année on labellise un grand nombre d'entreprises et d'écoles sur les expériences qu'elles donnent en interne auprès de leurs parties prenantes, aussi bien la partie collaborateur, candidat, stagiaire alternant, et également la dimension étudiante, c'est la raison pour laquelle on est ici. Et du coup, on a été à l'origine même du concept de marque école sur l'expérience et la reconnaissance employeur des écoles. Voilà. Très bien. Bonsoir Virginie Alonzi. Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va faire 2 en 1 Bouygues Construction. Bonsoir également Fabrice Pauline. Alors Virginie, vous êtes directrice prospective chez Bouygues Construction et Fabrice Pauline, vous êtes responsable marketing stratégique. Donc du coup, voilà, on a 2 représentants et vous aurez chacun des visions complémentaires. Bonsoir Kevin Arquillo. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur marketing et communication de Dynamic Workplace, en 2 mots. Exactement, Dynamic Workplace, en 2 mots, on va s'intéresser au bâtiment, à l'espace, aux humains qui le composent, pour finalement le repenser, le reconstruire, le réaménager. Donc on intervient plutôt après Bouygues Construction sur des choses qui sont déjà bâties. Voilà. Très bien. Et on a 2 du coup personnes, où est Bertie? Il est au fond. 2 personnes du coup de Herman Miller. Bonjour Lorraine Bell. Bonjour, je suis désolée, j'appelle un peu de français. C'est très très bien déjà. I lead education for Herman Miller in Europe and I really enjoy working with a variety of universities to figure out learning spaces issues and working with students. So really focus on design and what's the future. Welcome, thank you. And Bertie? Hi. I've got 3 minutes to speak South African, so my second language is English. Hopefully that will be okay. I'm going to give you a snippet on what the future actually holds. So what do we predict 5 and 10 years from now? Si vous avez besoin qu'on traduise au fur et à mesure de réponses, vous nous faites signe et on traduira. Et sinon, tout le monde travaillerait son anglais ce soir, ce qui est très bien aussi, de faire 2 en 1. Pour démarrer, on va commencer avec les constats un petit peu sur les campus aujourd'hui pour mieux imaginer les campus de demain. Nils, on va démarrer avec toi. Concrètement, qu'est-ce que la crise du Covid a changé? Quels ont été les impacts un petit peu pour les étudiants? Est-ce que ça a changé leurs attentes dans les mesures que vous avez pu faire? Ouais, merci de me donner la parole. Oui, il y a eu différents constats qu'on a pu faire et notamment on a pu voir une réelle. Ouais. Mais sinon, je peux le faire sans. Je sais non, pas. mais je vais bouger de l'autre côté. Besoin du micro. Hop, voilà. Ok. Non, grâce en fait à Speak and Act, on collecte chaque année un grand nombre de données. On dépasse à peu près les 100 000 répondants chaque année au niveau de la dimension étudiante, dans lequel en fait on peut faire un audit de leur bien-être et de la problématique de l'expérience étudiante. On a remarqué en fait qu'il y avait vraiment une vraie modification, même du schéma de pensée en fait, loin de penser qu'en fait un peu dans la même dimension que vous pouviez voir dans les entreprises où on pensait que le télétravail était la raison à apporter à toutes les problématiques
même des collaborateurs, eh bien en fait ça a été la même problématique qui s'est opérée auprès des écoles. On a remarqué qu'en fait les étudiants, on a fait essentiellement 3 constats. Le premier constat, c'est qu'en fait cette année, à la différence des autres années où au final les parents et les étudiants sont toujours à la recherche de la bonne école au niveau de l'excellence académique ou des échanges académiques qui sont proposés et qui donnent lieu à un prestige de l'école, aujourd'hui a été repensé et remis au centre même de la problématique de l'établissement. En fait, la problématique de l'épanouissement de l'étudiant, avec l'expérience étudiante qui a été repensée et qui fait la différence en fait, qui peuvent être offerts auprès des étudiants. On voit aujourd'hui que vous avez à peu près 75% des étudiants qui sont très heureux de retourner sur le campus. Pas simplement en fait pour retourner simplement sur le campus, mais tout simplement pour retisser du lien social. C'est extrêmement important pour eux, tout simplement, parce que c'est un lieu de vie, c'est primordial même. Et même au-delà de ça, ça leur permet d'apprendre dans de meilleures conditions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont foncièrement opposés à l'idée d'avoir un schéma hybride dans lequel vous pourriez avoir du digital. Et notamment, je pense que la crise sanitaire, bien qu'elle ait été d'une violence sans précédent, a fait un certain apport au niveau de l'operating model, même des écoles, parce qu'elles ont été dans l'obligation tout simplement de repenser la manière de fonctionner. Et elles sont même allées jusqu'à repenser en fait leur modèle de fonctionnement, avec leur operating model qui allait davantage sur une accélération de leur transformation digitale et qui a apporté un grand nombre de choses. Les 2 autres tendances qu'on a essentiellement aussi remarquées, c'est que la vie estudiantine était primordiale pour les étudiants et qu'elle avait directement une répercussion sur le sentiment d'appartenance. On a vu directement que le sentiment d'appartenance des étudiants a augmenté au même titre que la situation de la crise sanitaire. Et le dernier point, c'est que l'accélération digitale a forcément permis en fait les étudiants, au-delà de simplement s'épanouir, ils ont aussi une problématique qui est l'insertion professionnelle, qui est une des dominances de l'école, d'apporter les compétences et les connaissances de demain. Et on a vu que vous avez en fait les entreprises, enfin du moins les entreprises ont eu une confiance accélérée auprès des écoles qui ont su en fait faire preuve d'agilité, même si c'est un terme assez galvaudé aujourd'hui, mais qui ont fait une certaine preuve d'agilité dans leur business model en s'adaptant à cette transformation digitale et en devenant en fait de vrais partenaires, même en temps de crise, pour les entreprises et pour les étudiants dans leur recherche de stage. On a vu qu'au final, vous aviez des écoles qui étaient au-delà des 80% de satisfaction. Et notamment en fait sur les écoles d'ingénieurs où ils ont été excessivement bons, et les écoles spécialisées qui ont des parcours a fortiori très professionnalisants dès le départ. Kevin, par rapport à ce qu'évoque du coup Niels comme tendance, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre peut-être les attentes nouvelles aujourd'hui des étudiants et des manières de faire peut-être des pratiques qui datent d'avant la crise? Est-ce qu'il y a un fossé entre guillemets aujourd'hui? Je ne sais pas s'il faut parler de fossé. En tout cas, tout ce que vient de dire Niels est vraiment vrai. Je pense que les campus, je vais enfoncer une porte ouverte, mais se sont vidés, mais on n'a pas eu d'autre choix pendant cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que pendant cette crise, les gens ont su se retrouver. Ils ont fait preuve d'énormément de résilience et ils ont pu maintenir un lien qui soit un lien académique, un lien en même temps de faire connaissance, de continuer cette bonne ambiance quand même qui caractérise cette vie étudiantine. Et aujourd'hui, ils doivent se retrouver physiquement. Alors, se retrouver physiquement, ça passe quand même par des nouveaux usages, des usages qu'ont rendu possible le numérique. Pendant un an et demi, ce sont des gens qui ont... Mais d'ailleurs, nous tous, on a tous télétravaillé depuis notre canapé, je crois, avec une connexion Internet qualitative. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, finalement, ont plus envie d'être irrités. Plus envie d'être irrités par une connexion Internet peu fiable, pas envie d'être irrités non plus par plus d'électricité et qui ont vraiment besoin de retrouver du sens pour aller au campus. Donc ça passe par beaucoup d'approches, c'est se retrouver en tant que promo dans un lieu physique. Ça passe aussi par l'approche très écosystémique des lieux d'apprentissage, c'est-à-dire très trivialement le petit café d'en face, le stand de reprographie, les soirées. Et ils ont... Je crois que les gens ont vraiment besoin foncièrement de se retrouver en ce moment, et les étudiants plus que d'autres. On parle d'étudiants, il faut aussi parler quand même d'enseignants, je crois, beaucoup de personnel administratif qu'on oublie trop souvent et qui ont été pendant cette crise très très utiles. Et ces gens-là ont besoin... Ils ne sont pas dans une logique de promo entre 3 et 5 ans, mais c'est souvent leur bureau pour 20 ans. Donc il faut aussi savoir les accompagner. Voilà. C'est vrai, ne pas les oublier. Lorraine, les espaces physiques sont toujours importants. On le disait du coup avec Kevin. Pourquoi les espaces sont toujours aussi importants et ont toujours un rôle à jouer après la crise? Why spaces are still important even after the crisis?
Yeah, absolutely. So we've seen quite a few different trends change. Space is extremely important still, and students are reporting that they still really crave physical, to be physically in the classroom where possible. So I just have some visuals to help in case I'm speaking too fast. So we've seen a shift from rows and rows of tables to be moving to more personalized space. We've spoken already about a sense of belonging, a sense of ownership, but also in the pandemic, a sense of security students wanted. And so having their own little setting as opposed to rows of tables and chairs is a trend that we've seen, and it's proven based on the pilots that we've done to show that it improves sense of belonging as an example for you. And we've seen more informal learning coming up. So in terms of requests for furniture, requests for design, informal spaces, not necessarily in four walls, that will be also learning spaces. And we've spent so much time with our direct peers and departments in the lockdown on Zoom, but not much time with those outside of our discipline. So the importance of cross-disciplinary interactions, social spaces that encourage that are really, really important. But most importantly, we must not forget individual and focus spaces, because a lot of students can't focus at home. They may have loud roommates, and apologies, the technology is not really working. But they may have loud roommates at home, they may live with parents, or they may be coming onto campus for the full day because they live too far away to return back to where they live. They need places to focus more than anything. So a lot of our clients are saying, we want to create a social hub after COVID. That's fine, and we should be encouraging more multidisciplinary interactions, and space can do that, but we mustn't forget the focus spaces as well, where people say, I can't get that at home. And hybrid learning, of course, as well, and just the choice. So giving students the choice, that's what they're asking for. Most of them do want to come back in person to learn and to gather, but they want the choice to be hybrid as well. But when some come back, they all want to come back at once in a large group to get that experience. So that's what we're seeing, and space can certainly help with that. Merci. Par rapport à tous ces nouveaux usages, Virginie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit il y a un équilibre entre l'espace individuel, le collectif. Est-ce que ça fait partie des enjeux aussi pour le campus de demain? Si vous deviez nous donner 3 enjeux majeurs, ce serait quoi? Sur quoi se focaliser? Oui, ça fait complètement partie des enjeux pour les campus de demain. Alors si je devais donner, alors il y a effectivement beaucoup d'enjeux et pas mal ont été déjà rappelés. Il y a effectivement cet enjeu de penser usage et penser nouveaux modes d'apprentissage. Donc c'est déjà penser usage avant de penser le bâti. On a toute cette accélération qui s'est faite avec la digitalisation. On a vu qu'avec la crise sanitaire, finalement, le modèle sur lequel tout le monde aspirait, c'était plutôt justement un modèle hybride où on va vraiment lier le distanciel et le présentiel, donc ce qu'on appelle le phygital. Et donc cette importance finalement de retrouver ces lieux du campus pour tout ce qui est lié à la socialisation, en fait, enfin, toute cette partie de projets collaboratifs, de liens sociaux qui a beaucoup manqué à énormément d'étudiants. Donc ça, c'est un point important. Un deuxième enjeu, en fait, qui est important, c'est tout ce qui est lié à la transition écologique. Et là, puisqu'on a le parti pris finalement de cette centrée sur les étudiants, on voit qu'ils ne sont pas en reste, puisqu'ils ont notamment signé un manifeste du réveil écologique. On a plus de 33 000 étudiants qui ont signé pour montrer qu'il était urgent d'agir. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour notamment de la réhabilitation des campus existants, de se limiter peut-être avant de penser, de construire des nouveaux campus. Il y a un levier qui est aussi d'intensifier les usages des campus.
Juste pour donner un chiffre, les établissements scolaires sont utilisés en moyenne, donc les établissements scolaires au sens large, pas uniquement les campus, en moyenne à 20% du temps. Parce que finalement, en général, on ne les utilise pas ni le soir, ni les week-ends, ni pendant les congés scolaires. Et donc, un des enjeux, c'est justement de se dire comment on peut davantage intensifier les usages, les ouvrir à d'autres types de publics. Et donc, ça va faire le lien avec le troisième enjeu qui est important pour nous, qui est aussi justement d'avoir des campus qui s'ouvrent davantage sur la ville, que ce soit auprès du monde professionnel, que ce soit aussi avec la société civile, et donc comment on peut davantage profiter de ces espaces et surtout avoir beaucoup plus d'interaction, de synergie entre ces différents mondes étudiants, professionnels et aussi société civile, parce qu'aujourd'hui on est quand même amené à apprendre tout au long aussi de son parcours, de sa vie. Oui, pas seulement à l'école et sur les campus, bien après aussi. Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très clair. Camille, on va conclure avec vous ce premier tour de table. Concrètement, est-ce que les enjeux qui ont été évoqués vous font écho par rapport à vous, votre expérience au sein du GROU IGS? Est-ce que ça fait écho à votre quotidien et peut-être à tous les enjeux, toutes les questions que vous vous posez en ce moment? La réponse, elle me semble évidente, c'est que oui, tout ce qui a été dit en amont, on le ressent sur le campus, sur les campus. Les étudiants, sur la dernière crise qu'on vit encore actuellement, ont été impactés. Et j'entendais tout à l'heure un terme qui m'interpelle, c'est de donner du sens. L'intérêt, c'est de donner du sens pour revenir sur les campus. On a perdu toute cette idée de sociabilisation, de tout le côté social qui faisait la force des campus. Les échanges entre étudiants sur le côté purement digital se sont fortement réduits. Et on réfléchit, on continue de réfléchir à redonner du sens pour donner envie aux étudiants de revenir sur le campus. On parlait aussi de tout à l'heure, il n'y a pas que les étudiants sur un campus, il y a aussi tout le corps professoral, administratif et autres, et il faut aussi leur redonner envie de revenir sur un campus. Je pensais au terme innovation, mais je pense surtout au terme de repenser et la pédagogie et les locaux. Repenser la pédagogie parce qu'il faut travailler sur des cours hybrides. On travaille déjà sur des cours hybrides, mais on améliore encore tout cet aspect digital puisqu'on est sur des cours en présentiel et des cours en distanciel. Et repenser tout l'aspect, je vais dire, sur les locaux, sur des espaces de coworking, sur des espaces digitaux. On travaille sur des laboratoires, puisqu'on fait travailler l'étudiant en le confrontant au réel. Et donc, on le fait travailler sur des learning labs, des fab labs. Avant, on avait des médiathèques, on avait des infothèques. Maintenant, on est sur un hub. Donc, les hubs qui sont beaucoup plus axés sur le partage d'idées, le partage d'expériences. On est vraiment sur des espaces beaucoup plus ouverts. On décloisonne tant le côté pédagogique que le côté classe. Le côté classe n'existe plus vraiment. On travaille en synergie et entre les étudiants et entre les entreprises et les étudiants. Le but, c'est de recréer du lien. Et on recrée du lien à travers la pédagogie et à travers tout ce qu'on trouve au sein d'un campus. Voilà. Très bien, merci. On a posé un petit peu les enjeux, les constats de départ. On va essayer de s'intéresser maintenant aux solutions, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir quand même suite à vos enjeux qu'on a posés et aux constats. Au début de la chaîne, j'ai envie de dire, il faut peut-être déjà, un petit peu comme on le fait au bureau en écoutant les salariés, écouter les premiers intéressés, c'est-à-dire les étudiants. Concrètement, Nils, comment vous faites avec Speak and Act vos enquêtes? C'est un peu l'idée d'aller sonder comme on va sonder les collaborateurs en entreprise? Absolument, en fait, on est vraiment dans la même approche, très honnêtement, et c'est important de le rappeler. C'est qu'au même titre que la marque employeur, les écoles ont la même problématique, elles ont une problématique de marque école. Et je pense qu'elles ont, et je pense que c'est pas un sujet nouveau, l'expérience étudiante, je pense juste que la crise a relevé ça comme étant un enjeu stratégique de différenciation. Au même titre que d'attirer les meilleurs candidats et les meilleurs talents pour l'entreprise dans son business model, l'école a les mêmes problématiques pour son rayonnement et également pour continuer à se développer. Ouais, je pense que nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est que forcément les écoles sollicitent directement l'entièreté de leurs étudiants. À minima, dans la méthodologie, on leur demande quand même 25% de répondants. Et en fait, on acquiert un certain nombre d'avis qui nous permet en fait de pouvoir définir en fait le schéma de pensée et surtout le bien-être et l'épanouissement de l'étudiant dans l'école. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on le voit en fait de manière très factuelle.
il faut retravailler sur certaines choses. Je pense qu'au même titre que la promesse employeur que vous pouvez avoir dans une entreprise, vous avez la même problématique au niveau d'une école. Elle a une promesse également. Au-delà de, alors je ne dis pas que ça doit être un espace de vie, hein, mais c'est pas une colonie de vacances, bien évidemment. Hein, qu'on soit tous alignés sur ce point. C'est quand même un lieu d'apprentissage. Mais je pense qu'elle doit vous donner en fait cette envie d'apprendre. Et tout dépend en fait du business model sur lequel elle est fondée. Nous, on le voit, on travaille avec des écoles spécialisées, au même titre qu'avec Camille, par exemple, où on travaille également avec des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Et on voit que selon le business model des écoles, dès lors que c'est clair, vous avez l'étudiant qui va épouser le concept. Vous prenez des écoles, nous on voit des écoles qui sont 100% en ligne. La problématique digitale et l'absence de lien social ne pose pas de problème. Parce que c'est quand même quelque chose qui est dès le début annoncé. Et c'est une des raisons fortement pour laquelle l'étudiant souhaite y aller. Dans d'autres cas, ça peut être une problématique si, et on l'a vu dans le Covid, on doit s'adapter en cours de chemin. Donc je pense que déjà, il faut repenser la promesse derrière, bien énoncer les choses. Il faut aussi mettre des lieux de vie, mais aussi commencer à travailler avec un peu plus des schémas de pensée d'intelligence collective. Et on le voit, en fait, au final, l'école est encore, pour moi, le premier step de l'insertion professionnelle des étudiants. C'est une entreprise à taille humaine dans laquelle ils s'amusent, mais dans laquelle, en fait, leurs camarades sont comme leurs collègues. Donc c'est quand même leur premier point. Et on le voit, en fait, ils sont dans l'attente de mettre des espaces hybrides, mais des espaces hybrides qui leur permet à la fois de mêler digital, mais également lieu physique, mais qui sont repensés comme des ateliers, en fait, comme des workshops. On voit bien que les amphis ne sont plus quelque chose sur lesquels ils sont satisfaits. On voit également des enquêtes qui étaient ressorties, je trouvais ça assez percutant et marquant, c'est que l'innovation pédagogique est demandée et elle est nécessaire. La digitalisation, au même titre. Ils veulent du e-learning, ils veulent que ce soit pris en considération dans leur manière d'apprentissage, mais ça ne doit pas être conditionné simplement au distanciel. Et les moments physiques doivent être pensés de telle sorte, au même titre qu'un business game, ou du moins d'un espace où en fait ils peuvent apprendre. Et vous avez des écoles qui ont fait des trucs avec qui on travaille très intéressants, dans lesquels en fait ils ont forcé de faire des business cases, ou à minima des sujets sur lesquels les personnes travaillent cross-master. C'est-à-dire vous avez des masters dans lesquels les personnes sont spécialisées en communication, d'autres sur l'aspect finance, et en fait ils ont des sujets sur lesquels chacun doit travailler de manière ensemble, mais avec leur spécialisation, ce qui fait la force du projet et ce qui leur apprend directement en fait à travailler directement comme ils seront demain dans l'entreprise. Et ça, c'est une vraie demande qu'on voit. Les étudiants demandent des espaces dans lesquels l'innovation pédagogique leur permet en fait de commencer à travailler dans les mêmes conditions dans lesquelles à minima ils souhaiteraient qu'on travaille demain en entreprise. Ça ne veut pas dire que l'entreprise sera le miroir de cette école, mais à minima, il voudrait qu'elle tende vers ça aussi. Et je pense que c'est important que l'école soit le premier levier à se repenser dans son organisation pour correspondre en fait au mieux à l'entreprise que les étudiants souhaiteraient avoir demain. On le voit bien, les enquêtes, du coup, c'est à la fois comprendre les sources d'épanouissement, qu'est-ce qui se passe bien, mais aussi les sources d'amélioration. Camille, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Concrètement, à quoi vous servent, vous, les enquêtes? Comment, une fois que vous avez les résultats, qu'est-ce que vous en faites? Alors, la question qu'il faut se poser déjà, c'est à qui profite un campus? Qui vient sur un campus? Aujourd'hui, je parlais du personnel administratif, le corps professoral, les étudiants, nos entreprises partenaires viennent aussi sur le campus. Donc on interroge, via les enquêtes, en l'occurrence de Speak and Act, on interroge nos étudiants et on interroge également les maîtres d'apprentissage qui sont directement en entreprise et qui viennent régulièrement sur site pour échanger avec les étudiants, pour échanger avec nous, pour co-créer les formations. Niels le disait justement, les formations ont pour but d'être professionnalisantes et de s'adapter au monde de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, on ne crée pas un campus et on n'innove pas sur un campus sans faire appel aux étudiants et sans faire appel aux entreprises. Et pour ça, on a besoin d'un retour de leur part. Donc on organise des comités régulièrement dans l'année pour échanger avec eux, et tant les entreprises que les étudiants. Et on s'appuie aussi sur ces enquêtes-là pour avoir derrière un retour factuel, des avis aussi sur les locaux, sur la pédagogie. Le taux de recommandation, hein, on ne va pas se mentir, hein, le campus impacte directement le taux de recommandation des étudiants. Et un étudiant satisfait de son campus aura tendance à beaucoup plus le recommander que l'inverse. Et puis si on veut rentrer un peu plus dans le schéma des écoles, les écoles sont régulièrement auditées sur la qualité de leur formation, la qualité de leur accompagnement. Et quand j'entends accompagnement, j'entends la pédagogie, mais j'entends aussi les outils qu'ils mettent à disposition des étudiants. Et ces enquêtes-là, en l'occurrence, nous permettent d'appuyer
nos propos et de mettre en lumière tous les efforts que font les campus pour améliorer les conditions de vie des étudiants, du corps professoral et administratif et autres. Voilà. Très bien. Tout commence, Fabrice, on le disait là, le campus, le bâtiment joue un rôle clé si on prend le projet dès le départ. Quels sont un petit peu les éléments clés si on s'intéresse au bâtiment des campus? On peut même élargir le spectre, en fait, puisque c'est même dès le début d'une approche urbanistique qu'il faut envisager le campus, puisque les campus sont parfois urbains avec un seul bâtiment, parfois c'est plusieurs bâtiments au sein d'un parc, au sein d'un grand espace, et quelque part, en fait, il faut avoir une approche assez globale et surtout intégrer toute la dimension environnementale. Donc au niveau urbanistique, il faut envisager tout ce qui est intégration du vivant, biodiversité, il faut envisager tout l'aspect aménagement d'espaces verts pour préserver la biophilie, etc., pour amener une qualité de vie aussi globale sur un campus. Au niveau bâtimentaire, il faut bien évidemment envisager des espaces modulaires, modulables, adaptables aux usages, avec toutes les infrastructures importantes pour la circulation de la donnée et des nouvelles pratiques liées à l'hybridation du travail, en tout cas de l'apprentissage. D'ailleurs, quand je dis travail, apprentissage, c'est vrai qu'il y a des liens, parce qu'en fait, quand j'ai échangé avec à l'occasion du support que vous avez sur votre table, avec beaucoup de grandes écoles, en fait, souvent ils nous ont dit c'est important que les étudiants intègrent les codes de l'entreprise dans le cadre de leur apprentissage. Donc on est vraiment dans cette dimension hybride à la fois présentielle, distancielle, synchrone, asynchrone, mais aussi études, travail, et à apprendre vraiment à intégrer les codes du travail de l'entreprise. Donc les interactions avec l'entreprise vont être de plus en plus importantes, sont de plus en plus attendues pour que les apprentissages soient vraiment collés au concret. C'est un peu d'ailleurs ce qu'attendent les gens, les étudiants qui ont signé le manifeste pour un réveil écologique que citait Virginie. Ils veulent vraiment apprendre du concret, mais des choses qui les aident à changer la société, à changer en profondeur les modèles économiques dans lesquels on est. Et je pense qu'on ne peut que les encourager, les aider à aller dans ce sens. Donc on est aussi au niveau du bâtiment même, sur des infrastructures, des espaces adaptés. Les apprentissages vont nécessiter différents types d'espaces, un peu comme dans une entreprise, avec du travail collaboratif, du travail en petits groupes, du travail à distance, beaucoup de visio et d'apprentissage asynchrone. Et au niveau serviciel, il faut aussi que le bâtiment, les espaces de travail soient des espaces qui apportent énormément de qualité de vie au travail, qui soient vraiment du zéro tracas, pour favoriser justement l'apprentissage et la sérénité. Donc la qualité de l'air, en fait tous les conforts doivent être appréhendés. La qualité de l'air, le confort thermique, le confort acoustique, le confort hygrométrique, l'accès au végétal, à une vue sur l'extérieur. Tous ces éléments doivent vraiment être complètement intégrés dans une approche de campus et jusqu'au service en permettant d'avoir de la restauration, des espaces de partage, des espaces pour avoir des jobs et aussi bien évidemment, ça c'est très très important, intégrer au maximum l'économie circulaire, la dimension environnementale, intégrer les circuits courts au niveau de l'alimentation, une gestion saine des déchets, de la sensibilisation de toutes les populations du campus, que ce soit les étudiants qui sont souvent très sensibilisés, mais aussi les enseignants et les populations, les équipes administratives. Donc tous ces éléments-là, en fait, ce sont des services et des équipes, mais bien évidemment, on a la capacité de mobiliser toutes ces associations, toutes ces start-up, toutes ces entreprises qui vont amener tous ces nouveaux usages, toutes ces nouvelles pratiques au sein des campus. Voilà. Très bien, donc on le voit, il y a tout un environnement pour créer les bonnes conditions, au-delà du pur bâtiment. Si on va un peu plus dans le détail, Lorraine, sur l'intérieur, maintenant les espaces, quels seraient vos conseils pour bien aménager les espaces sur un campus? What are your advice to arrange the spaces? So instead of showing pretty photos, I think I'll share more of a strategy because it's very different for each client. But we want truly informed design. So at our previous roundtable, we identified 5 key elements of the student experience that spaces should support.
And I'd be happy to send this, the white paper to you, so you have sense of belonging, outcomes, ownership, workplace readiness, for example. I'll tell you about two of them in terms of design. So space can impact each of these things in many different ways, and so I would recommend piloting different types of space typologies. So pilot and see how they impact different areas. For me, I like to assess how they impact things like student belonging or how spaces impact workplace readiness. So for example, when I did a pilot with this university, they said, no, I think an Apple Store Genius Bar type experience run by students as opposed to the librarians as your initial experience when you enter the library, that will give us a sense of belonging. And so thinking about, okay, is this run by students? Is it run by librarians? Is it at a standing height for that eye contact, and as opposed to somebody standing over you or you standing over somebody to ask questions? All of these little things can really help with that sort of thing. So piloting ideas and asking the students about that sense of belonging is important. And then in terms of workplace readiness, apologies for the technology again. Hoping it will come up. But have you seen the World Economic Forum list of workplace readiness skills? It's really interesting to assess that from a space perspective and to understand how pedagogies are evolving and then how space can support that. So for example, these are the skills from 2015, 2020. There's some differences, for example, emotional intelligence, active listening was taken out, who knows why. But I like to assess through pilots how things like this are impacted. And so a business school in Dubai has incorporated those skills into their pedagogy, and they're more focusing on this now, more than grades even. And so I'm working with them to see how space can impact the development of these skills. I ask questions like, okay, students, do you feel more comfortable asking questions in this room versus that room? Does this space allow you to more comfortably allow you to form new ideas better than that space? And slowly, with each client, we develop, real information about their specific needs and how the spaces improve the student experience. But it's very detailed, and I have to say, I would suggest pilots before the big project. But this is an example of how we do that. Great, thank you. Donc on le voit, le pilote est important, et plus que il n'y a pas de recette magique, mais plutôt une stratégie à adopter et beaucoup de questionner du coup les étudiants. Kevin, on en parlait un petit peu avec Fabrice. Il y a du coup ce qui est aussi important, l'aménagement des espaces, le confort, mais il y a aussi tous les services. C'est un lieu de vie. L'idée, c'est que le campus aussi vive et qu'on propose aussi une expérience particulière au campus, enfin aux étudiants sur le campus. Oui, effectivement, le service, c'est une très très bonne approche. Je pense qu'il n'est pas forcément, il faut l'associer à l'espace. Si on pense service et espace en même temps, on est, je pense, dans une solution forcément gagnante. Vous avez évoqué les fameux campus de demain, c'est ce mot. Mais je pense qu'ils existent déjà quand on voit aujourd'hui l'EM Lyon, par exemple, alors, qui n'est pas encore sorti de terre, ou le nouveau campus de Sciences Po à Paris. On s'aperçoit que finalement, ce qui a été voulu, je crois, je ne suis pas archi, c'est de favoriser ce parcours. Ça s'articule autour d'une rue. Et finalement, depuis cette rue, on va venir piocher différents usages. Travailler calme, travailler seul, travailler à plusieurs, faire des rencontres, rencontrer des entreprises également. Et en fait... J'avoue, je l'ai préparé parce que je ne le savais pas. Campus, en latin, ça vient du mot champ, le champ de l'agriculteur. Et donc, on va vraiment avoir cette logique d'espace où on va diviser ce champ en plusieurs zones et on va venir vraiment les irriguer avec ces services. Quand on parle de services, je pense qu'il faut... Globalement, les BDE font vraiment beaucoup
pour l'ambiance, pour la vie étudiante, mais à mon avis, ça ne fait pas tout. Et ça fait d'ailleurs penser aux entreprises qu'on adresse. Aujourd'hui, ce qui favorise le retour au bureau, c'est tout ce qui fait baisser la charge mentale. Donc la téléconsultation, le fait qu'il y ait des médecins, le fait qu'on puisse trouver je sais pas, des impressions facilement. Tout ça, ça va être des solutions finalement servicielles au service d'espace qu'on va pouvoir adresser à ces campus. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est des populations qui sont très souvent jeunes, très souvent loin de chez eux, enfin, pour une première fois dans une vie indépendante, c'est assez compliqué à gérer. Et je crois qu'au plus on va leur faciliter la tâche, plus vraiment ils vont réussir leurs études avec cette approche servicielle et dans ces différents espaces. Donc mettre des services dans des espaces, pour moi, c'est recréer la vie dans ces campus et puis c'est favoriser vraiment les échanges, la vie et puis la réussite de ces études. Quand on a mis des choses en place d'une année sur l'autre, Nils, c'est important de réévaluer aussi, de se dire, on voit avec le temps comment ça évolue, est-ce qu'il y a des améliorations à faire, est-ce que ce suivi est également important ? Je pense que c'est très important. De toute façon, je pense qu'il est primordial en amont de toujours collecter les avis afin de pouvoir être au plus à même de répondre aux besoins et d'apporter les actions correctives. Et je pense qu'à un moment donné, il est très rare qu'on arrive à répondre à tous les besoins du premier coup. Il est toujours intéressant de voir et de savoir se remettre en perspective par rapport à l'existant et à ce qui a été, et surtout célébrer si c'est le cas, et à minima continuer à corriger. L'idée est vraiment de continuer à corriger. Et je pense, si je me permets de rebondir, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé, et je pense que c'est totalement d'actualité, et c'est étrangement trop minimisé ces dernières années. Vous avez toutes les problématiques d'influence cognitive que je voyais chez Laurine, qui sont, à mon avis, prédominantes et importantes. Parce que vous avez beaucoup de problématiques, et malheureusement, on se rend compte que même si on pense qu'on est très rationnel, c'est pas totalement vraiment le cas. On a beaucoup de biais cognitifs, et je pense que ces biais cognitifs impactent la personne même dans son apprentissage. Et je pense que de redesigner, repenser les environnements de travail, notamment pour les étudiants dans leur manière d'apprendre, est extrêmement important. Et notamment au travers des enquêtes, on arrive à collecter en fait de manière très informelle un peu ce ressenti, aussi bien en amont et après à le confirmer au niveau des actions qui avaient été mises en place. Donc oui, franchement, c'est primordial. On va essayer de continuer à faire un petit peu de prospective, de s'intéresser au campus de demain. Virginie, vous aviez lancé un concours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le concours s'appelle Ton rêve pour le campus de demain. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les étudiants ? Oui, effectivement. Alors, il faut peut-être juste rappeler que Bouygues Construction est un acteur B2B et donc c'est très important pour nous d'avoir ce lien aussi direct avec l'utilisateur final, puisqu'on l'a dit, il faut déjà penser usage avant même le bâti. Et donc ce concours, alors c'est pas au niveau de Bouygues Construction, là c'est vraiment au niveau du groupe Bouygues qu'il a été lancé, donc avec les différents métiers du groupe, sur donc Ton rêve pour le campus de demain. Il a été lancé auprès de 19 écoles d'horizons divers, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, enfin en tout cas très diversifiées. Ça a touché des milliers d'étudiants. On a eu, donc l'idée c'était d'avoir des propositions, des idées par rapport au campus de demain. On en a eu 160, je crois. Alors, le concours s'est fini il y a une dizaine de jours. Donc, c'est en cours d'analyse. C'est tout frais. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter. Je fais un teasing, en fait, pour bien joué. Voilà, les idées concrètes. En revanche, ce qu'on a regardé et ce qu'on a commencé à analyser, donc là, je vais prendre mes petites notes, c'est que justement, parmi ces étudiants, les 2/3 des étudiants, finalement, ont remonté des idées qui étaient très en lien avec le sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, du lien social. Donc énormément de choses autour de ce sujet, de se retrouver, d'avoir des espaces collaboratifs, d'avoir du lien social, non seulement au sein du campus avec les étudiants, mais aussi avec l'environnement extérieur. Et là, je reviens avec le sujet des habitants et du monde externe. Du lien avec aussi le monde professionnel, le monde économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est remonté fortement. Ensuite, on a un tiers des solutions qui parlent aussi beaucoup de durabilité. Ça, on l'a évoqué. Ils ont vraiment conscience qu'il y a une urgence à agir sur le sujet. Et le dernier rapport du GIEC nous l'a encore montré. Et puis, d'autres idées autour de la précarité étudiante. Donc ça, je pense que c'est aussi énormément l'impact Covid qui est tout récent. Et puis d'autres idées autour du bien-être, du confort, et donc de cette expérience de vie, de penser finalement le campus, vraiment le penser comme un lieu de vie, vraiment avoir une expérience de vie autour de ces campus. Donc voilà, et finalement on a accompagné l'Université de Nantes, on a été partenaire d'une journée qu'ils ont organisée aussi au mois de mars, le 10 mars, avec 110 étudiants.
où ils ont travaillé autour de différents défis et finalement on retrouve un peu ces mêmes thématiques qui sont aussi ressorties autour de ces défis. Et donc si je voulais juste résumer finalement sur ces nouveaux modes d'apprentissage, déjà pour le campus, c'est aussi être acteur de son territoire. C'est quelque chose qu'on a finalement encore peu évoqué, mais c'est très important pour eux. C'est de pouvoir d'avoir ce rayonnement au niveau territorial et aussi au niveau international pour avoir aussi plus d'attractivité. C'est un point important. Et donc penser plutôt peut-être écosystème de lieux et pas justement un lieu. Et ces nouveaux modes d'apprentissage, je vais faire un clin d'œil à Lorraine avec quelques mots anglo-saxons. C'est peut-être se dire que finalement c'est anywhere. Ça peut être aussi anytime. Ça peut être, attendez, j'en ai oublié un. Anywhere, anytime, anyplace, bah oui, c'est ce que je disais, donc un écosystème de lieux. Et puis anyone, parce que comme je le disais, finalement, l'objectif, c'est de travailler aussi sur l'employabilité et donc d'être en apprentissage tout au long de sa vie. Bon, c'était mon petit clin d'œil saxon. Merci. Bertie, on va se tourner vers vous au fond de la salle. Je ne sais pas si vous voulez venir là. If you want to... Yeah, thank you. L'idée pour finir, avant de passer à la conclusion avec Camille, c'était de voir un petit peu, on a parlé des besoins individuels et collectifs, et l'idée d'un peu d'appartenance, le sentiment d'appartenance, la communauté. Comment on trouve le bon équilibre? How do you find the good balance between individuals' needs and the collective needs? Individual need and collective needs. I mean, my speciality, and again, apologies, it's going to be in English. My speciality is predicting the future, trying to understand human behavior, all the elements around how we work and how we learn. And if you want to balance individual work and collaborative work, is part of one of the big elements that we're predicting for the future of what we've learned over the last 2 years, which is understanding that this space that we learn in, that we educate in, is not a cost anymore. It's your competitive advantage. That is the key differentiator of why someone is going to come to your space. Because if I only learn online, what's the difference between this and that? So the real important thing are 3 key elements of which individual and team are absolutely important. The first one is the environments that you create, the space, needs to allow for community socialization. If there isn't good spaces for us to come together, guess what? I'm not going in. From the spaces that we saw all around the world, the first space that filled up was the space where everyone else is. Even if I don't speak to you, even if we don't speak, I just want to be kind of close. I want to hear. That is becoming the heart. You need to design it and design it well, because that will become the core of your space. For individual work, this is extremely important. If I think, when I come onto campus, I'm not going to get my work done that I really need to get done, guess what? I'm going to stay home. Why do I come in? So if there isn't a space where I can go and hide, and focus without interruption, I'm staying at home. So number 2, individual focus work without interruption. And we design those spaces. You allocate your library areas, loads of other spaces for you. And then the last one is better team collaboration spaces. When we go to campus, I'm going to go in because Sarah's going in. It's like going to a party. It's a birthday party. I don't want to go on my own, but if I know Sarah's going in, I'm going to go in, which means James is going to go in, and we get everyone else coming along. And in that spaces that we create, in that spaces that we all learn and educate together, we want larger team groups to be able to collaborate together. So those environments really need to change. How can we learn in an environment, learn in a classroom, good learning, but also break into groups very well so we can stay on campus for much, much longer? That is the power of great team collaboration spaces. So I hope I kind of answered your question all right.
Great. Merci Thank you. beaucoup. Cheers. Thank you. Pour terminer, Camille, je vais vous faire travailler un peu sur la conclusion. Comment ça se passe pour vous, justement, le campus? Est-ce que vous avez des projets pour parler un petit peu concrètement? Pour vous, c'est quoi votre campus, vos campus demain pour IGS? Alors, des projets, on en a constamment, puisqu'on retravaille notre pédagogie. Je le disais tout à l'heure, elle est professionnalisante, elle est en lien avec nos entreprises, et ce sont des modules qui sont co-créés avec nos entreprises partenaires. Et du coup, on s'adapte aux métiers de demain. Et pour s'adapter aux métiers de demain, on crée des formations, les formations de demain, on va dire. Donc, dans des espaces qui doivent aussi s'adapter à ces nouvelles formations et à ces nouveaux métiers. Dans ce contexte-là, on a déjà commencé à travailler sur un campus existant, c'est-à-dire sur notre campus. Pourquoi créer quelque chose quand il y a déjà la matière sur site? Donc on a déjà commencé à travailler sur le campus. On parlait tout à l'heure de transition écologique. On a créé il y a quelques années maintenant le Green Campus sur le campus du CFA-IGS en faisant travailler les étudiants. Alors travailler, c'est un bien grand mot, mais en les faisant réfléchir sur l'environnement écologique et toutes les actions qu'on peut mener au sein d'un campus dans ce contexte-là. On a travaillé sur des espaces de coworking, on a travaillé sur des espaces hybrides, voilà, pour amener l'étudiant à interagir aussi et à être force de proposition dans son environnement de travail. Et pour aller au-delà, il y a aussi du coup un projet d'un nouveau campus qui est en cours d'élaboration et sur lequel réfléchissent toutes les parties prenantes. Et là, on serait sur un campus voilà, avec des espaces ouverts, des espaces de coworking, des espaces digitaux, un studio télé, un studio d'enregistrement, des espaces de détente. Hein. On parlait de lieu de vie tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'un campus étudiant, c'est le lieu où l'étudiant va passer le plus de temps. Il passe plus de temps dans son campus que chez lui. Et comme le disait Bertie, il faut qu'il ait envie de venir, il faut qu'il ait envie de rester surtout. On parlait tout à l'heure des BDE, des bureaux des étudiants, qui sont là, ils sont là pour animer le campus, mais il faut qu'il y ait un campus pour qu'il puisse être animé. Donc ils vont se servir du campus qui est à leur disposition. Donc on va travailler sur tous ces espaces de détente, de coworking, des espaces de travail individuels aussi, hein, parce que l'étudiant a besoin de travailler en cohésion avec un groupe, mais il a aussi des besoins de travail individuel silencieux et autres. Et puis, on va travailler en cohérence avec nos animateurs, nos professionnels, nos intervenants, puisque tous ces espaces-là vont permettre à notre pédagogie d'innover et d'aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée ce nouvel espace en s'appuyant sur les retours étudiants, d'où les enquêtes aussi de Speak and Act, je fais un clin d'œil à Nils, qui nous permettent d'avancer dans ce sens-là pour créer le campus de demain. Même s'il existe déjà aujourd'hui, il tend à se développer et voilà, il y a de plus en plus d'étudiants, même si on développe l'intérieur, au bout d'un moment on a besoin de pousser les murs, donc on a besoin de campus toujours un peu plus grands. Très bien, merci. Mais avant de passer à vos questions, je vais venir passer avec le micro, donc n'hésitez pas à penser déjà à une ou deux questions. Je voulais vous remercier parce qu'on parlait de travail d'équipe. Vous étiez nombreux, vous avez respecté le timing parfaitement. On avait dit 50 minutes, il est 19h50. Bon, on ne pouvait pas faire mieux, donc merci à tous les 7 parce que c'était un vrai travail d'équipe. On va passer aux questions. On va passer aux questions du coup. Hop. J'ai une question pour Lauren. So Lauren, from what I'm hearing tonight, it sounds like there's a lot of parallels between the workplace and educational spaces. I don't know that much about educational spaces, but everything that they're saying sounds exactly like what's happening in the workplace. So are you starting to kind of blur the borders at Herman Miller between the studies that you're doing? I'm just curious. Yeah, absolutely, absolutely. So our head of workplace design, I always kind of
bring him in when I see a pilot that we might be doing that might blur those lines particularly, because they're blurring more than ever. And in terms of hybrid learning, everybody's desperate to know what's going on in the workplace, what's going on in universities. We all have the same problems. But for lecturers, needing that space for hybrid, for example, they really need some individual space with the technology and the ability to project out to lots of remote students. That might be a little different than what you would see in the workplace, but there's little differences, but lots more similarities than differences, absolutely. We have a lot of research around the future of work, is what it's called, on our website, and I'm always on it just pulling things for education because that's the same. Yeah. Y aurait-il une deuxième question? Oui, j'arrive. Moi, j'ai une question sur le périmètre des études. Est-ce que c'est des études et des constats qui sont français? Est-ce qu'ils sont internationaux? Et de la même manière, quelles ont été aussi, en termes d'évolution et de perspectives pour l'avenir, les influences? Je pense notamment à tous les campus et pédagogies nordiques. Qu'est-ce que ça a pu apporter dans ces pays ou régions? Et donc, il y a deux questions, en fait. Je vais se Merci. C'est une très bonne question. Alors pour répondre, et je pense que je ne pourrais pas répondre à la deuxième question, très honnêtement. En fait, le périmètre, si je comprends bien votre question, c'est de savoir le scope des études qu'on mène. À ce jour, elles sont uniquement sur le territoire français. On est centralisé sur les écoles. Après, on a une vraie implémentation au niveau des écoles, parce qu'on est quand même sur une évaluation de plus de 300 campus sur l'année dernière, sur lesquels en fait vous avez tout type de formation, qui comprend, comme je disais tout à l'heure, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles spécialisées, les CFA. Donc on va vraiment sur toute catégorie d'étudiants, et on n'est pas exclusivement sur des catégories de... Ah. On n'est pas chez moi en tout cas. Mais il faut que quelqu'un réponde, je pense. Mais on n'est pas uniquement cloisonné sur des catégories, si j'ose dire, de Bac plus 5. On touche également les personnes qui sont en CAP, etc. Donc ça, c'est la question pour le périmètre. Malheureusement, il est intimement lié à notre territoire. Et la deuxième question était la dimension nordique. L'impact sur l'influence, au niveau des futurs campus, de toute perspective des évolutions des usages des campus, est-ce qu'il y a eu des inspirations aussi pour donner des tendances pour la France, ou comment ça a été réfléchi en termes de veille et de recherche? Alors moi, je peux répondre sur la dimension plutôt analytique. Néanmoins, sur la partie plus construction, je ferai appel aux éminences grises qui sont à ma droite. Je vais me soustraire à cette question. Mais juste pour répondre à minima sur la partie analytique, en fait, nous, quand on collecte les données chaque année, et encore une fois, on le collecte sur une grande dimension d'étudiants, une forte volumétrie et d'écoles, et on arrive à faire des benchmarks, et surtout d'année en année. Donc on voit vraiment les actions, et on voit bien que, par exemple, le digital est une demande de plus en plus forte des étudiants, quelque niveau que ce soit, quel que soit le secteur également de l'école. Il y a une vraie problématique digitale, et auquel les établissements ont agréablement répondu du fait de la Covid, dans laquelle ils ont accéléré leur transformation digitale. Parce que nous, on le voit bien par rapport à l'année N-1, N-2, en fait, cette problématique n'en est plus une. Ils sont extrêmement satisfaits. Donc, nous, on peut faire ces benchmarks, et on peut, à minima, définir un peu les schémas de pensée que sont les étudiants et les évolutions sur lesquelles ils veulent aller. Après, sur les tendances en termes de construction... Fabrice, son avis, ou Virginie? Oui, alors je peux répondre sur le périmètre où Bouygues Construction est présent. En fait, on a mené une veille sur l'ensemble de nos pays d'implantation, sur le UK, sur la Suisse, sur le Maroc, sur l'Asie. On a eu pas mal de retours, et globalement, ce qui ressort, c'est que, bon, c'est pas une surprise hein, d'un autre côté, le campus, le site de l'enseignement supérieur doit favoriser l'apprentissage. Il va devoir aussi être très intégré, intégrer complètement tous les enjeux environnementaux, favoriser les interactions avec le territoire, et
ça c'est un cas récurrent en termes de constructeur, il doit être livré dans les délais avec des tarifs adaptés, et être capable aussi d'évoluer, ça c'est très important parce qu'il y a une vraie dimension de gestion des travaux en site occupé pour gérer des extensions, on va dire repousser les murs, parce que des fois ça peut être utile, et c'est pour ça que ça nous incite à développer énormément d'approches sur le modulaire, la construction bois, qui vont permettre de faciliter des évolutions, des extensions de campus. Après, en termes d'usage, il y a des approches assez différentes en fait en fonction des marchés. Par exemple, sur le UK, l'étudiant est vu comme un client de la résidence étudiante. Et on a avec YouLiving une filiale qui a été développée avec une autre entité. En fait, on développe de vraies résidences avec service, mais en fait, on voit que le modèle est en train de prendre aussi en France. Il y a des entreprises avec lesquelles on échange qui sont en train de se positionner sur ce type d'approche. Donc des résidences qui proposent différents types d'espaces de chambres ou des espaces de co-living avec des services, des espaces conviviaux, des lieux d'échange, des lieux de travail, des commerces, de la restauration, etc., pour que la résidence étudiante soit un lieu de vie aussi à part entière en complément du campus. Donc encore une fois, l'expérience utilisateur est quand même très importante. Et de toute façon, c'est très important d'intégrer tous ces éléments-là, parce que quoi qu'il arrive, tous les campus du monde en fait, sont confrontés à une compétition internationale très importante. Et plus ils développeront de la valeur via leurs espaces, via leur lieu d'apprentissage, en plus de leur qualité d'enseignement, et plus ce sera intéressant pour les étudiants, et ça leur permettra d'attirer à la fois de nouveaux étudiants, parce qu'il y a énormément de mobilité internationale, mais aussi d'attirer les enseignants, les chercheurs et les entreprises, voire les investisseurs, qui vont compléter leur apport de valeur, en fait. Voilà. On a le temps pour une dernière question, très très rapidement. Juste pour ajouter un point important. 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Parce que je pense à un exemple que je trouve génial. Je pense que par contre, il faudra quand même avoir une approche très spécifique. Il ne faut pas arriver sur un modèle industrialisé et standardisé. Parce que franchement, très honnêtement, moi j'ai vécu 2 expériences que j'ai trouvées à minima uniques. L'école 42, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est disruptif, même si le terme est très galvaudé, mais je veux dire, c'est un écosystème à part entière. Et dernièrement, je suis allé dans une autre école qui était très intéressante, où l'ADN était différent, où en fait, leur campus est directement intégré dans un building à La Défense, dans lequel en fait, la majorité des écoles avec qui ils travaillent en partenariat sont dans le même building. C'est-à-dire que les étudiants ont une proximité avec leurs tuteurs, etc. Et je pense que c'était très intéressant également de l'avoir pensé de cette manière-là. Je ne pense pas que ça aurait été conforme au schéma de pensée des étudiants de l'école 42, par exemple, mais c'était conforme au schéma de pensée de ces étudiants-là. Donc je pense qu'il faut quand même rester sur une dimension d'audit. Et je pense que quand ils sont dans la construction, et c'est ce qu'ils font excessivement bien, c'est répondre à un besoin, mais en étant en adéquation totale avec le besoin et non pas pousser un besoin qu'on suppose existant. Clair, précis, concret, parfait. 1 minute, c'est le challenge pour la dernière question. Moi, j'avais une question sur les études que vous avez faites, puisqu'elles tournent, désolé, mais elles tournent beaucoup autour des étudiants. Et je voulais savoir si vous aviez aussi des données sur le corps enseignant, puisque ça fait partie d'une population qui travaille aussi dans ces universités. Et du coup, quelles étaient les solutions que vous proposez en termes d'aménagement pour améliorer aussi leurs conditions de travail et d'enseignement ? Je peux répondre très simplement, et je pense que vous devriez venir travailler chez nous parce que vous verrez qu'on répond aux besoins du coup, et vous serez content. Non, en fait, oui, comme je vous le dis, on a une vision 360. C'est-à-dire que sur les marques employeurs, on a l'expérience candidat, collaborateur, stagiaire alternant, et on prend l'ensemble du cheminement jusqu'au prestataire, pour vous dire. On a le même schéma de pensée pour les écoles. C'est-à-dire qu'après, on le donne la liberté aux écoles d'aller faire cet audit. On n'est pas là pour être poussif, mais ils peuvent aller auditer aussi bien les étudiants, les alumni, donc avoir quand même cette dimension de recul avec une démarche assez industrialisée qui est intéressante pour eux, pour avoir ce benchmark sur ce qui est devenu les alumni, ce qui est assez compliqué selon les écoles et selon le temps que vous existez. Vous avez une volumétrie d'alumni qui peut être incroyable. On le donne aussi sur le corps administratif qui part en fait tout simplement des gens qui travaillent de l'administration, c'est-à-dire votre directeur communication, votre responsable informatique, le corps enseignant, qui est un corps enseignant qui est assez hybride dans la mesure où il peut être aussi bien des intervenants récurrents mais professionnels et non dépendants de la structure que des professionnels qui sont dépendants de la structure et des salariés.
Et on va même jusqu'à prendre les avis, comme disait Camille, des tuteurs, des recruteurs. Donc en fait, on va vraiment avoir toute l'image, c'est-à-dire le bien-être en tant que collaborateur, parce que les professeurs et le corps de l'administration sont des collaborateurs d'une entreprise qui est une école. On prend la dimension estudiantine parce que c'est l'espace de vie et ce sont les premiers talents qu'ils veulent attirer et former. Et on prend essentiellement aussi les retours de l'ensemble des recruteurs et des tuteurs parce qu'au final, quand on disait que les étudiants, et je pense notamment pour faire un clin d'œil à mon tour, à Camille, sur la dimension des clins d'œil. Énormément, mais c'est très important. Mais pour reprendre certains business models, ils ont des parcours très professionnalisants et cette demande d'innovation pédagogique est aussi très importante en ayant le retour des professionnels, à savoir les tuteurs et les recruteurs qui peuvent donner leur regard clinique sur la situation. Merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline, directrice commerciale d'Herman Miller, qui nous a fait le plaisir de nous accueillir ce soir. Et je vous remercie toutes et toutes pour votre participation. Je voulais vous remercier effectivement, mais aussi remercier grandement nos partenaires, Speak and Act, My Dynamic Workplace, My Happy Job. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, organisé. On a passé un paquet d'heures là dans le cube que vous voyez à côté de vous. Donc merci, merci, merci. J'espère que vous avez pu profiter de cette séance. J'ai entendu Virginie parler tout à l'heure de Anywhere, Anytime, Anyone. Je vous invite tous maintenant à côté à participer au buffet. Voilà, merci beaucoup.